Ok, imaginons la scène. On est en 2022, dans une forêt de bambou vraiment super dense, en Chine. Ok, je vois le genre. Et là, sans aucune intervention humaine, on a un essaim de petits drones qui naviguent à toute vitesse à travers les branches. Sans se cracher. Sans se cracher, ils s'évitent les uns les autres, ils calculent des trajectoires hyper complexes en temps réel. C'est avec la fluidité d'une vraie nuée d'oiseaux, quoi. Ah ouais, c'est terrifiant dit comme ça. C'est pas de la science-fiction, c'est vraiment la réalité. Et le truc fou, c'est que pendant que ce type de technologie militaire autonome émerge d'un côté du globe, de l'autre côté, dans la Silicon Valley, Ouais. les esprits les plus brillants de notre génération dépensent des milliards juste pour s'assurer que notre burger arrive 3 minutes plus tôt ou pour optimiser le temps qu'on passe sur des vidéos courtes. C'est un contraste qui donne le vertige, hein, c'est clair. Complètement. D'un côté, t'as une ingénierie qui est littéralement appliquée à la survie géopolitique, au hard power pur et dur, et de l'autre, une ingénierie qui est complètement dédiée au confort de consommation absolue. Et c'est exactement ce fossé qui nous amène à notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. On va disséquer un livre fascinant sorti en 2025, The Technological Republic, écrit par Alexander Karp et Nicolas Zamiska. Un gros morceau, hein. Ah oui, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre cette métamorphose de la Silicon Valley, comment cette industrie géante, qui était bâtie à la base pour assurer la sécurité nationale, a fini par tourner le dos à l'État pour se concentrer quasi exclusivement sur des applis grand public. Et surtout, pourquoi ça met en péril l'avenir de l'Occident à l'ère de l'IA, quoi. Faut quand même préciser un truc important, Mamblé, pour poser le cadre. Vas-y. Les auteurs de ce bouquin viennent eux-mêmes du monde de la technologie de défense. Donc forcément, ils ont une vision très tranchée de la géopolitique, des conflits culturels et de ce qu'ils appellent le pacifisme de la Silicon Valley. Ouais, c'est un point super important à garder en tête pour ceux qui nous écoutent. L'idée ici, c'est pas de prendre parti pour ou contre leur position. Exactement, on n'est pas là pour valider moralement tout ça, on va juste décortiquer objectivement leurs arguments et les faits historiques qu'ils avancent. Comme ça, chacun pourra se faire sa propre opinion. Waouh. Et pour comprendre cette rupture actuelle, faut d'abord regarder ce que la Silicon Valley a remplacé. Il y a eu une époque où la science et l'État avançaient vraiment main dans la main. Ah oui, la grande époque. Ouais. Historiquement, les pères fondateurs américains, c'était pas juste des avocats en perruque, c'était des ingénieurs, des technologues. Benjamin Franklin concevait des paratonnerres, Thomas Jefferson inventait des machines. Mais mon anecdote préférée dans les sources, c'est vraiment celle de James Madison. Ah oui, l'histoire de la blette. Ça, c'est un moment charnière de la diplomatie scientifique, en fait. Faut s'imaginer le contexte de l'époque. Je t'écoute. T'avais ce célèbre naturaliste français, le comte de Buffon, qui avait théorisé un truc complètement fou. Il disait que le continent américain, c'était juste une terre marécageuse et inférieure. Genre tout y était nul. Ouais, en gros. Selon lui, toutes les espèces animales là-bas, et même les humains, c'était des versions dégénérées et plus faibles que les espèces européennes. C'est tellement arrogant. Et donc, Madison, il fait quoi? Il chope une bolette? C'est ça. Il a capturé une belette américaine et il l'a disséquée, mais vraiment avec une précision chirurgicale, hein. Il a pris près de 40 mesures spécifiques, des os aux organes, juste pour prouver qu'elle était aussi robuste que la belette européenne. Attends, donc il a pas fait ça juste par amour de la biologie. Il essayait littéralement de troller l'Europe en mode hard power biologique. Exactement. Il voulait détruire cette théorie qui délégitimait sa jeune nation. À l'époque, la biologie, la taxonomie, c'était des armes politiques. L'ingénierie et l'État puisaient vraiment leur légitimité à la même source, en fait. C'est-à-dire maîtriser le monde physique pour garantir le statut du pays. Et ça a continué vachement longtemps. En 1944, t'as Franklin D. Roosevelt qui écrit à Vannevar Bush, un scientifique de haut vol. Pour lui dire quoi? Il lui dit qu'il faut surtout pas démanteler la machine scientifique de la guerre, mais la rediriger vers la paix et la sécurité. C'est l'ADN même de la Silicon Valley originale. Fairchild Camera, par exemple, il construisait des équipements pour les satellites de la CIA. Et après Sputnik, Eisenhower a réagi au quart de tour en réunissant les meilleurs physiciens pour créer la NASA. Il y avait une vraie synergie. L'État finançait et les génies résolvaient des problèmes vitaux. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est là que le contraste fait mal. C'est comme si on comparait une génération d'ingénieurs qui construisaient les missions spatiales à une génération qui consacre tout son génie à optimiser le temps d'attente d'une livraison de sushis. Si on relie cela à une perspective plus large, on voit bien que le contrat est rompu. La légitimité de l'État reposait sur sa capacité à produire des avancées techniques pour le bien commun. Et aujourd'hui, cette synergie, elle s'est complètement évaporée. Ce qui nous amène au gros morceau, l'IA.
Parce que cette ancienne collaboration, elle a culminé avec l'arme atomique. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un carrefour similaire. Sauf qu'avec des capacités qu'on commence à peine à piger, ouais. Exactement. Oppenheimer, il disait de la bombe que c'était un simple gadget. C'était le côté techniquement excitant qui primait. Et on retrouve la même chose aujourd'hui, on construit d'abord, on s'inquiète après. Et les créateurs d'IA avouent eux-mêmes qu'ils pichent pas tout ce qui se passe dans ces réseaux de neurones gigantesques. Mais c'est là qu'on voit des étincelles d'intelligence générale. T'as vu cette étude de Sébastien Bubeck sur GPT-4 ? Celle avec les objets à empiler? Ouais. Il demande à l'IA d'expliquer comment empiler un livre, 9 œufs, un ordinateur portable, une bouteille et un clou. C'est un test super dur pour une machine. Parce qu'un modèle de langage, ça n'a pas de main. Ça n'a jamais fait tomber en l'air d'eau. Il connaît pas la gravité de manière empirique. Et pourtant, l'IA répond parfaitement. Elle dit de mettre le livre, de faire un carré de 3 par 3 avec les œufs, de poser délicatement le PC dessus pour répartir le poids. C'est fou. Puis la bouteille et le clou en équilibre sur le bouchon, l'IA a déduit les lois de la gravité juste par la grammaire. Pareil pour les dessins de licornes qui sont passés de gribouille à des modèles 3D parfaits en quelques semaines. Et toutes ces avancées créent une vraie illusion de conscience. C'est devenu l'obsession des médias, tu sais. Ah oui, avec le mec de chez Google là. Blake Lemoine, ouais. Son chatbot Lambda disait avoir peur d'être éteint. Ou encore le bot Bing de Microsoft qui avait des réponses complètement maniaques et menaçantes. Mais attends, je te coupe là-dessus. Est-ce qu'on se fait pas des films collectivement ? Notre fascination pour l'éthique des chatbots, savoir s'ils sont polis ou s'ils simulent des émotions, ça nous distrait pas des vrais enjeux physiques et géopolitiques de l'IA, ça. C'est exactement l'argument du bouquin. Bien sûr, t'as des gens très sérieux comme Élisée Yudkowsky et 33 000 signataires qui ont demandé une pause de 6 mois. Ouais, la fameuse lettre ouverte. Voilà, mais selon les auteurs, ce débat sans fin sur la politesse des robots, c'est un écran de fumée. Ça masque le vrai défi qui est la militarisation autonome de l'IA. Clairement. Pendant qu'on débat de la morale des algos, le livre souligne que d'autres nations intègrent déjà l'IA dans des stratégies de hard power. Et nous, on est dans une espèce de léthargie. C'est ce que Gaddis appelle la longue paix depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a créé une énorme complaisance. C'est clair, regarde l'Europe. Joseph Borrell parle carrément d'armée bonsaï pour décrire nos forces militaires stagnantes. Des armées bonsaï. L'expression est terrible, mais c'est vrai, il y a un pacifisme super ancré. Que ce soit l'article 9 au Japon ou l'anxiété historique de l'Allemagne face au réarmement. Et ça donne des absurdités matérielles. Le programme de l'avion de chasse américain F-35, par exemple, Ah mon Dieu, ce truc. c'est estimé à 2000 milliards de dollars. Tout ça face à la montée en puissance de petits essaims de drones super agiles. C'est un dinosaure contre des moustiques tueurs. Surtout quand tu penses que le budget du Pentagone pour l'IA, c'est genre 0,2%. Ridicule. Pendant ce temps-là, en face, t'as la Chine avec des boîtes comme CloudWalk qui dominent la reconnaissance faciale et ces essaims de drones autonomes dans les bambous dont tu parlais au début. Et le pire, c'est le refus de la Silicon Valley de s'impliquer. Les employés de Google ont manifesté contre le projet Maven avec le Pentagone. Chez Microsoft, ils ont bloqué les casques HoloLens pour l'armée. Et OpenAI vient tout juste et très discrètement de changer sa politique sur l'usage militaire. Ce qui est fascinant ici, c'est le paradoxe que le livre met en lumière. C'est-à-dire ? T'as une élite technologique qui bénéficie à fond de la protection géopolitique de l'État, mais qui refuse catégoriquement de développer les outils pour maintenir cette protection. Ils voient l'État comme un ennemi bureaucratique, pas comme un allié. Mais d'où ça vient ce rejet viscéral ? Selon les auteurs, ça vient d'un changement culturel majeur, l'érosion des grandes convictions et le rejet des récits occidentaux. Ouais, il parle vraiment d'une perte du courage intellectuel. Il donne un exemple frappant avec la CLCU, l'Association des libertés civiles. Ah oui, l'histoire de Skokie. C'est ça ? En 1976, le directeur Arjen Neyer, qui est un réfugié juif, a défendu le droit de néo-nazis à manifester, malgré la perte de 30 000 membres pour son association. C'est fou comme principe. Polly Murray a fait pareil en défendant le droit du ségrégationniste George Wallace de parler à Yale. Et tu compares ça au présent. En 2023, tu as les présidentes de Harvard, Penn et du MIT devant le Congrès américain. Elles utilisaient un langage ultra prudent, super légaliste, incapable de prendre position fermement. C'est le vide intersidéral de la conviction. Et ça se ressent dans l'éducation. Les cours sur la civilisation occidentale ont été abandonnés, poussés par des figures comme Frédéric Chayet en 1976 ou le livre L'orientalisme d'Edward Said qui a déconstruit l'idée même de l'Occident. Et du coup, sans grande cause nationale, l'ingénierie s'est tournée vers le confort bourgeois. C'est le grand symptôme de la bulle Internet. Oh, l'anecdote de Toby Lank. Faut qu'on parle de Toby Lank.
Vas-y, elle est excellente celle-là. En 99, ce mec lance eToys. Il lève des milliards avec un argument de vente lunaire. Éviter aux parents de chercher une place de parking au rayon Barbie le samedi après-midi. C'est magique. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que cette volonté d'être inclusif et de vexer personne nous a pas conduit à un vide existentiel? Le plus grand projet de notre génération se résumerait à faire des applis de livraison ou des mini-golf virtuels. Bah, c'est exactement l'argument des auteurs. Sans croyance forte en un projet commun, même si ce projet est imparfait, l'industrie tech se fragmente dans un mercantilisme totalement trivial, quoi. D'accord, mais alors, si les bureaucraties gouvernementales sont trop lourdes et que les entreprises tech s'en fichent, comment on s'organise face à ces urgences géopolitiques? Eh bien, les sources proposent de regarder du côté de la biologie. La biologie, genre les animaux. Ouais, l'essaim d'Urk, par exemple. En 1951, le chercheur Martin Lindauer a observé des milliers d'abeilles à Munich. D'accord. Elles devaient choisir entre 8 sites pour faire leur nid. Et elles font ça sans aucun chef central. Ce sont les éclaireurs aux marges du groupe qui récoltent l'info, reviennent et font des espèces de danses pour voter. Ah oui, et plus la danse est intense, plus le site est bon, c'est ça. Exactement. Et c'est pas très différent des étourneaux de Rome. Le physicien Giorgio Parisi a prouvé que le mouvement de ces nuages d'oiseaux est dicté par les individus à la périphérie, ceux qui voient les prédateurs en premier. Et l'info traverse tout le groupe instantanément. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Faisons le parallèle avec nous. Dans une boîte classique, t'as un PDG au centre qui essaye de tout diriger à l'aveugle. Et c'est un désastre. Le livre cite l'entreprise Philco, qui réglementait la taille des meubles selon le grade des employés. N'importe quoi. Il y a aussi cette étude de Harvard avec la cadre qui s'enfonçait un crayon dans la jambe pour supporter la douleur des réunions bureaucratiques inutiles. C'est pour ça que Kit Johnston, dans son livre Impro, fait la différence entre le statut qu'on a sur le papier et le statut qu'on joue vraiment. Dans une orga idéale, comme un essaim, ce sont les ingénieurs sur le terrain, en bordure de la réalité, qui prennent les décisions rapides, sans demander au centre. Cela soulève une question super importante. Comment l'État, qui est hyper lourd par nature, peut-il adopter cet état d'esprit fluide et décentralisé? Faut bien qu'il collabore à nouveau avec la tech, sans tout ralentir avec sa propre machinerie. C'est le grand défi. En résumé, l'ingénierie, c'était le moteur des grands dessins publics. Aujourd'hui, elle s'est perdue dans la surconsommation par peur de la complexité du monde. Et ça tombe au pire moment, vu que les équilibres mondiaux nécessiteraient une IA de pointe et une organisation en essaim. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, il faut vraiment réaliser un truc. Le smartphone ou les réseaux sociaux que vous avez dans les mains, ça représente la plus grande concentration de cerveau de l'histoire humaine. Et comprendre où cette énergie refuse d'aller, c'est crucial pour la sécurité de demain. Mais ça m'amène à une pensée provocatrice pour finir. Je t'écoute. Les auteurs disent que l'Occident doit s'inspirer des essaims pour créer des structures ultra-réactives face aux menaces. Ouais. Mais imaginons qu'on fasse ça, qu'on délègue la gestion de nos défenses à des essaims d'IA autonomes, des algos capables de communiquer en une fraction de seconde, sans réunion, sans bureaucratie, sans ego. C'est le but recherché, non? Oui, mais est-ce que ce système parfait censé sauver la civilisation humaine ne finira pas tout simplement par rendre la notion même de leadership et de décision humaine totalement obsolète? Je laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus. C'est une excellente question pour conclure.